Alors, je me présente, je m'appelle Éric Chedaleux et je suis le presse spécialiste chez Liana Technologies. Alors, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail parce que je pense qu'il faut quand même expliquer sa légitimité pour parler de relations presse, donc c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Et donc, bienvenue à cette conférence sur débuter les relations presse en 2019. Alors, pour commencer, je pense que je vais un petit peu vous parler de ma boîte. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent Liana. Levez la main, non? Ah, 1, 2, 3, 4. C'est mieux que l'année dernière déjà. Alors, Liana Technologies, pour vous expliquer un petit peu qui on est, nous, on est éditeur de solutions logicielles et on accompagne nos clients sur ces solutions-là d'un point de vue et stratégique et technique. On existe depuis à peu près 14 ans. On est 260 professionnels aujourd'hui. On fait des solutions donc sur le cloud, on a plus de 3500 clients, on est présent sur plus de 30 pays. En gros, on a des bureaux bien évidemment en Finlande, parce que notre société est finlandaise. Il faut savoir qu'on est leader en Scandinavie. On a des bureaux en Suède, en France bien évidemment, en Allemagne, à Dubaï et à Hong Kong. Et voilà, donc on se développe bien, on est une assez grosse boîte. Et ce qu'il faut comprendre chez Liana, c'est qu'on intervient un petit peu partout au niveau du parcours digital. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le parcours client du digital, mais ça commence vraiment à la visibilité. Et donc c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, hein, vraiment de visibilité, notamment au niveau des RP, parce que c'est un peu le sujet de cette conférence. Mais nous, vraiment, on ne fait pas que ça, on fait aussi des sites web, on gère la newsletter, du marketing automation, de la veille médiatique. L'idée en fait de Liana, c'est d'avoir un interlocuteur pour pouvoir gérer tous les problèmes digitaux d'une entreprise. Alors nous, on fournit du coup des logiciels sur mesure et on aide à accomplir les objectifs, que ce soit stratégiques ou un petit peu plus techniques. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? C'est juste histoire de vous présenter un peu ça. Et du coup, moi en France, je gère toute la partie communication, parce qu'on a deux pôles, on a vraiment le pôle marketing et le pôle communication. Et moi, je gère la partie communication qui est composée en fait de deux outils qui s'appellent Liana Press et Liana Monitor. Liana Press, tout simplement, un moyen en fait de diffuser vos communiqués de presse auprès de 85 000 journalistes dans le monde, donc de façon segmentée en fonction de vos problématiques. On a plus de 39 pays en base de données. Et Monitor, ça va être l'œil qui surveille un petit peu tout ce qui se dit dans la presse et sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, j'aime bien un petit peu connaître mon audience avant de faire des présentations. Ça m'aidera à vous cibler un peu et peut-être vous parler d'exemples de cas clients qui seront plus proches de vous en fonction déjà de vos affinités avec les relations presse. Alors, si vous pouvez lever la main, qui n'a jamais fait de relations presse ici? D'accord, donc la majorité, ce qui tombe bien parce que c'est sur débuter les RP. Donc, ok, une majorité n'a pas fait de relations presse. Qui voudrait s'y mettre? Qui a des problématiques? Ok, d'accord, très bien. Et qui fait des RP de manière quotidienne? D'accord, donc on a quand même deux qui font des RP de manière quotidienne. Donc c'est assez intéressant. C'est pas très hétéroclite, mais bon, on va essayer de s'adapter du coup et partir plutôt de base débutantes. Alors, pour débuter ces relations presse, il faut 3 choses. Il faut déjà avoir des bases. Donc on va essayer de définir ensemble quelles sont les bases à avoir dans une entreprise pour se lancer dans les RP. La deuxième chose, qui est vraiment vitale, c'est comment est-ce qu'on rédige un communiqué de presse. J'ai beaucoup de questions là-dessus, notamment des clients qui débutent, qui sont là, est-ce que le communiqué de presse est bon, etc. Alors j'apporte une relecture bien souvent, plus sur la forme que sur le fond, mais c'est intéressant et c'est vital de savoir rédiger un bon communiqué de presse si vous voulez attirer l'attention des journalistes, bien évidemment. Et le troisième point, qui arrive bien évidemment après tout ça, c'est comment gérer le retour journaliste et comment avoir une idée un petit peu du ROI de ce canal. Voilà. Alors, les bases à avoir, pour moi, il y en a 4. Il y a la première, qui est la plus importante, c'est la capacité de rédaction. Alors, on verra qu'il y a plusieurs choses dans la capacité de rédaction, mais vraiment, il faut être capable de produire du contenu. Et ça, c'est vraiment la base si on veut se lancer dans les RP. La seconde chose, c'est évidemment d'avoir des contacts journalistes. C'est-à-dire que si vous savez écrire mais que vous ne savez pas à qui l'envoyer, c'est un petit peu compliqué, bien évidemment.
On se rend compte au final que les entreprises qui débutent dans le secteur des RP, elles font deux choses. Soit elles passent par une agence de presse, soit elles utilisent un outil professionnel. Alors j'ai décidé de vous faire des petits pros and cons, donc avantages et inconvénients des agences et de l'outil pro en fonction des retours des clients que j'ai pu avoir. Et au final, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de pros DRP, donc des gens qui ne passent même pas par des outils professionnels ou une agence, qui font tout en interne ou qui ont besoin d'être accompagnés. Et c'est un petit peu le choix à faire quand on se lance dans les RP. Voilà. Alors, dans la capacité de rédaction, le principal frein, c'est vraiment d'avoir du temps. Ça nécessite quand même beaucoup de production, de produire des communiqués de presse. Et il faut se dégager du temps. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans les RP en se disant j'ai envie de faire des RP parce que j'ai un événement, j'ai une actualité, j'ai ça. Il faut vraiment que ce soit dans un projet construit. Et il faut dégager du temps ou même du personnel. Moi, souvent, j'ai souvent affaire avec des entreprises qui ont leur propre division communication ou même leur propre division PR. Mais ça arrive aussi d'être dans des plus petites structures où la personne, elle est CEO, elle a sa boîte et elle gère tout. Et c'est plus compliqué pour elle, bien évidemment, de dégager du temps au niveau des RP. Il faut bien prendre la conscience que quand on se lance dans les RP, on fait quelque chose en fait, de sérieux et il faut s'y appliquer. C'est la première chose. La seconde chose que j'entends souvent également, mais je vous en reparlerai peut-être plus en détail dans la présentation plus tard, c'est le « je n'ai rien à raconter ». Il y a beaucoup de gens qui me disent « ouais, mais c'est vrai que j'ai envie de faire des RP, mais j'ai l'impression de rien avoir à dire, à part j'ai des sujets d'actualité de temps en temps, mais j'ai peur qu'au quotidien, en fait, je n'ai rien à dire ». Et ça, c'est très intéressant parce qu'on est vraiment au tout début de la problématique. Moi, quand quelqu'un me dit ça, je sais déjà qu'il débute vraiment les RP, parce qu'en fait, on a toujours quelque chose à dire et on n'a jamais rien à dire. C'est un peu tout le problème au niveau des RP. Mais quelqu'un qui me dit qu'il n'a rien à raconter, c'est vraiment quelqu'un, je sais, qui va avoir besoin en fait, d'accompagnement. Et du coup, moi, ça m'aide dans mon travail et de me rendre compte que ces profils-là, en fait, ils n'ont pas forcément encore la capacité de rédaction. Alors, le troisième point, ça va être d'éviter les communiqués dangereux. Ça arrive souvent aussi que des entreprises et même des grands groupes viennent vers moi parce qu'ils veulent en fait plutôt attaquer la concurrence que se faire des RP pour eux-mêmes. Alors déjà, si vous partez de cet a priori-là pour plutôt vous défendre, vous n'avez pas compris même le but même des RP. Vous n'êtes pas là pour un peu taper sur les autres. Vous êtes vraiment là pour construire votre réputation à vous. Donc ça aussi, ça m'aide à savoir si la capacité de rédaction de quelqu'un est bonne. Ça dépend aussi de quelle idée il part pour pouvoir lancer ses RP. La quatrième chose, ça paraît évident, hein, les journalistes ne sont pas des clients. Alors certes, souvent derrière, l'objectif, c'est quand même de se faire connaître et de faire connaître son offre. Mais vous n'êtes vraiment pas là pour vendre des produits, pour parler promotion ou choses comme ça. Vraiment, dans la capacité de rédaction, vous êtes là simplement pour... Si jamais vous avez une offre qui a un pricing et qui a une raison derrière, il faut expliquer pourquoi. Il ne va pas falloir faire des promotions. Vous n'êtes pas là pour vendre vos produits. Vous êtes vraiment là pour expliquer pourquoi vous en êtes arrivé là, à ce business model aujourd'hui, et pourquoi vous proposez ça à tel prix pour répondre à quel besoin. C'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut axer. Et ça, c'est aussi très intéressant. Enfin, si quelqu'un envoie des premiers communiqués de presse vraiment sur une offre, une promotion commerciale, etc., on se rend compte aussi vraiment que la capacité de rédaction, elle n'est pas forcément là. Et ça dégage un petit peu sur le cinquième point, qui est en fait, même si vous avez une problématique vraiment... on va dire locale, il faut réussir à s'en détacher pour arriver à une problématique plus globale, plus universitaire. Je m'explique. Quel exemple je pourrais vous donner ? Par exemple, si jamais vous êtes dans le bien-être, je ne sais pas, vous faites de l'aquabike ou des choses comme ça, il ne va pas falloir parler du nouveau produit que vous avez chez vous, il va falloir parler un peu de ce qui se fait sur le marché et ce que ça apporte en termes de bénéfices clients et l'adresser peut-être à la presse bien-être. Vous voyez, il ne va pas falloir parler de ce que vous faites de nouveau, il va falloir dégager quelque chose de plus universitaire, de plus global. Et vraiment, le dernier point clé, là on reconnaît quand quelqu'un a la capacité de rédaction pour des communiqués de presse, il faut savoir, bien évidemment, se lier à l'actualité, parce que c'est vraiment ce que recherchent les journalistes. Alors, au niveau des contacts journalistes, c'est pareil, j'ai fait un petit peu la même chose qu'au niveau de la capacité de rédaction. Ça va être les réponses que j'entends le plus souvent en entreprise. Alors là, c'est si on ne passe pas par une base de données extérieure telle que des agences de presse ou un outil pro, ça va vraiment être
ceux qui font des RP en interne, mais qui n'ont pas forcément la maturité pour le faire. Alors, ce qu'on entend le plus souvent, et qui peut être une bonne chose, c'est j'ai une liste Excel avec mes journalistes. Alors ça, c'est vraiment, on entend tout le temps, tous les jours même, j'ai envie de vous dire. Mais cette liste Excel, ça peut être une bonne chose si les contacts sont qualifiés, mais la plupart du temps, on se rend compte qu'en fait, les RP d'une boîte envoient toujours aux mêmes journalistes, depuis peut-être des années, leur communiqué de presse. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait attention si le journaliste avait changé d'adresse, souvent c'est pas à jour, et aussi ils savent même pas trop en fait si le journaliste est spécialisé dans le communiqué de presse qu'ils envoient, ils envoient en fait par habitude. Et ça c'est quelque chose qui est contre-productif dans les RP aujourd'hui, parce que les journalistes ils en ont marre d'être sollicités quand ça les regarde pas. Donc en fait le G-Unix Excel ça peut être une bonne chose, mais ça va vraiment dépendre évidemment de la qualité de cette liste. Et moi je me méfie quand même souvent parce que les listes Excel je trouve qu'elles sont pas up-to-date tout simplement. Alors c'est pareil, les contacts journalistes, beaucoup disent aussi je connais les journalistes de mon secteur. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que la personne déjà, elle ne pense pas à sortir de son secteur au niveau de la presse. Ça veut dire qu'elle se pense cantonnée dans un type de presse desquels elle ne veut pas sortir. Et ça c'est très étrange parce qu'aujourd'hui, même si vous avez une activité qui est très particulière et une presse qui est très particulière, vous pouvez sortir de cela pour justement toucher encore plus de personnes et améliorer vraiment la visibilité de votre entreprise. Donc c'est pareil, ça indique aussi vraiment sur le niveau de maturité de l'entreprise en question. Quelque chose qui se fait beaucoup aussi, c'est si quand une boîte appartient à un grand groupe, en fait, la société mère transmet les contacts aux journalistes. Donc ça, c'est aussi une façon, si vous travaillez dans une filiale et qu'il y a une société mère, c'est aussi une des façons très répandues d'obtenir les contacts journalistes. Et le dernier, bien évidemment, c'est un travail d'acquisition de journalistes. Alors, bizarrement, c'est plus rare, mais ça arrive qu'il y ait toute une division de communication qui passe des semaines à aller chercher des adresses mail, des numéros de téléphone et à travailler la liste pour la constituer eux-mêmes. Alors, c'est très chronophage, mais ça marche bien également. Alors, il est vrai en fait qu'on se rend compte que souvent, les boîtes, quand elles commencent leur RP, elles font soit appel à une agence, soit appel à un outil pro, comme nous, on peut proposer. Alors, j'ai décidé de commencer par les avantages d'une agence, et du coup, après, on va faire les inconvénients, et après, la même chose pour l'outil professionnel. Et c'est vraiment en fonction de moi, ce que j'entends tous les jours, et des problématiques de mes clients. Alors, si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à lever la main, à vous manifester, parce que je serais ravi de l'entendre, tout simplement. Alors, le principal avantage d'une agence, ça va être de ne pas s'occuper du contenu. C'est très compliqué pour les entreprises de dégager du temps et de rédiger ces communiqués de presse. Le fait de tout pouvoir externaliser, ça fait quand même un poids de moins sur les épaules, et en plus de ça, ça permet de se concentrer sur autre chose. Donc souvent, dans les petites divisions com, le principal point, c'est que les personnes n'ont pas forcément le temps pour la rédaction, et ça leur retire complètement. Après, le second gros avantage d'une agence, ça va être les liens particuliers qu'entretient cette agence avec les journalistes. Parce qu'il y a de l'humain, ils se connaissent. Généralement, l'agence a un réseau de journalistes. Et du coup, si vous voulez entrer vraiment tel ou tel média, il faut se renseigner sur l'agence qui a des bons liens avec eux pour pouvoir arriver à vos objectifs. Donc ça, c'est vraiment le côté humain qu'apporte une agence, qui est une très bonne chose. Après, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent ils s'occupent aussi des retours journalistes et vous font le compte-rendu. C'est-à-dire que c'est eux qui vont aller voir les journalistes, c'est eux qui vont aller faire les rendez-vous, etc., etc. Et ils vont vous faire le compte-rendu en fait, de vos RP. Comme c'est écrit en 5e point, en fait, tout est externalisé et en fait, vous n'avez pas du tout à vous en occuper, quoi. Après, le dernier point qui peut être aussi cool, c'est qu'il y a des agences spécialisées par domaine. Si vous avez besoin de faire de la communication financière, il y a des agences qui sont dédiées pour ça. Si vous avez besoin de faire de la communication qui est liée à votre secteur d'activité, vous avez des agences qui sont liées pour ça. Donc, c'est possible aussi pour vous de faire appel à des professionnels de votre secteur pour avancer dans les RP en externalisant tout. Donc ça va vraiment être les gros avantages d'une agence. Est-ce que vous en voyez d'autres? Bon, je pense que ça pour un an. Comment? Ils sont plus réguliers pour produire du contenu. C'est sûr qu'ils ont en tout cas l'obligation par contrat de produire ce contenu. Donc si vous êtes mis d'accord avec cette agence pour tant de communiqués de presse ou tant de publications, ils vont bien évidemment respecter cela. Après, il y a aussi des inconvénients. Alors, le principal inconvénient que nous, on reçoit par rapport aux agences, ça va être le prix, qui est quand même quasiment souvent 10 fois plus élevé qu'un outil ou que de l'internalisation.
Après, ça dépend aussi des ressources humaines que vous mettez à l'intérieur. Mais souvent, ce qui revient, c'est OK, on dépense tant d'argent et on n'a pas l'impression d'en avoir pour notre argent. Et c'est vraiment ce qui en ressort au niveau des personnes qui veulent quitter leurs agences. Un des principaux problèmes aussi, c'est qu'au final, vous profitez uniquement du réseau de cette agence et vous n'allez pas sortir de ce qu'ils peuvent proposer. Vous allez certes externaliser, certes pas vous en occuper, mais vous allez vraiment compter sur eux et vous n'allez pas apporter ce que vous-même aurez pu apporter à l'entreprise. Et ça emmène aussi au troisième point, c'est qu'il n'y a pas ou peu de earned media. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le earned media ? Juste pour, parce que je vois des oui et des non, juste pour vous dire, le earned media, c'est les médias que vous avez gagnés en fait. Grosso modo, quoi qu'il arrive, si vous passez par une agence, elle va garder ses contacts, elle va avoir ses publications, etc. Mais on va dire que tous ces médias-là appartiendront à l'agence et n'appartiendront pas à l'entreprise. C'est-à-dire qu'au moment où vous quittez l'agence, tous ces contacts avec ces journalistes, vous les perdrez. Alors que par exemple, avec un logiciel ou ce type, ou avec le fait de le faire en interne, vous allez en fait gagner ces contacts des journalistes. Et j'ai même vu des entreprises de qui ça faisait augmenter grandement la valeur, le fait d'avoir des bons contacts avec des journalistes en interne et le fait de pouvoir redonner ça à un service communication interne. Donc le earned media n'est pas très présent. Le quatrième point, c'est vraiment un des plus fréquents. Il y a souvent d'énormes différends entre les responsables communication de l'entreprise, ou le CEO, ou la personne qui gère en fait les RP, et les agences. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord sur la façon de fonctionner. Ils ont souvent l'impression d'empiéter sur les plates-bandes de l'autre. Et ça, souvent, c'est très problématique quand on a ce rapport-là avec un fournisseur ou un prestataire. La cinquième chose, et ça c'est plutôt, ça vient plutôt de mon fait, je trouve qu'en fait les agences, vu que c'est elles qui produisent le contenu, elles font une communication similaire et les entreprises en fait elles ont moins la chance de s'exprimer et d'expliquer un petit peu leur culture interne. Ce qui fait que je trouve justement que quand on passe par une agence, alors ça dépend des agences bien évidemment, mais la communication est un petit peu homologuée, elle est un petit peu terne et elle sort pas vraiment des sentiers battus et je trouve qu'on perd un petit peu comment je peux dire, en créativité et en vraie essence d'entreprise et sur le fait de vraiment faire connaître sa culture d'entreprise. Et en plus, il y a moins de connaissances, je trouve ça un petit peu plus froid. Alors, on va passer aux avantages d'outils pro, c'est un petit peu l'inverse du coup. L'avantage d'un outil pro, ça va être le prix par rapport à une agence, c'est souvent jusqu'à 10 fois moins cher. Le earned media est très présent, c'est-à-dire que en fait, vous allez envoyer vos communiqués de presse, vous allez avoir les retours, et en fait, ces journalistes-là, c'est vous qui allez être en contact avec eux. Donc derrière, vous allez garder ces contacts-là, et vous allez faire profiter aussi à votre entreprise d'une visibilité dans le temps, et c'est quelque chose qui est très valorisable. La troisième chose, évidemment que le communiqué il va être très personnel, car il est produit en interne, et ça va vous permettre en fait, de vraiment communiquer avec la façon avec laquelle vous communiquez. Souvent, les gens, ils ont une manière très particulière d'écrire ou de communiquer, et ça va vous permettre de le faire transparaître dans votre CP et d'avoir vraiment une couverture presse qui va être plus légitime et plus réelle, tout simplement. Le quatrième point, je le développerai un petit peu plus derrière, mais le réel avantage pour moi, ça va être de pouvoir cibler différentes presses pour des besoins divers. Alors j'en reviendrai, mais l'idée c'est qu'il ne faut pas se cantonner au type de presse duquel on a l'habitude, que ce soit du général, du local ou du spécifié. Il va vraiment falloir en fait sortir de sa zone de confort pour aller chercher des choses auxquelles on ne s'attend pas. 5, ce n'est pas toujours le cas, mais quand vous prenez un outil pro, essayez quand même d'être accompagné. Parce que vous laisser avec un outil, c'est très bien, mais moi je me rends compte, en tout cas avec mes clients, que s'il y en a certains, je les laisse, ils vont faire un petit peu n'importe quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'être guidé et de pas sur-solliciter le journaliste ou de le sous-solliciter, c'est vraiment d'avoir un plan des choses et d'être accompagné dans sa démarche si jamais les RP, et j'ai vu que c'était pas mal le cas ici, si jamais les RP, c'est pas forcément votre tasse de thé ou si vous n'avez pas forcément l'habitude d'en faire. Un des avantages aussi principaux pour les outils, c'est que moi je travaille beaucoup avec des groupes internationaux qui ont par exemple des antennes dans tel pays ou tel pays. Ça leur permet en fait à la com de tout gérer avec un seul endroit. C'est-à-dire que si on a accès à des bases de données dans tel pays, on va pouvoir faire le CP dans tel pays, le CP dans tel pays et tout internaliser au même endroit. Ça évite d'avoir des agences de com différentes dans tel ou tel pays.
Pas de doublon avec la com, donc évidemment tout est internalisé, donc les résultats sont transparents. Il n'y a pas besoin d'aller demander des rapports et voir ce qui se passe. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y a pas de doublon avec la com, tout est internalisé, donc la communication, elle gère entièrement ses relations presse et en fait c'est elle qui décide pour son entreprise de ce qui va se passer et des informations qui transparaissent. Et en plus de ça, au niveau des résultats, des publications, des passages télé, moi je sais pas, peu importe, tout est transparent parce que ça revient directement vers eux. Donc en fait, le moyen d'accès est beaucoup plus facile à avoir. Après, il y a aussi des inconvénients. Le principal, c'est que ça nécessite d'internaliser la création de communiqués de presse. Et ça prend du temps, comme je vous l'ai dit. Il faut être sérieux dans les RP, sérieux et régulier. Donc, si jamais vous pensez ne pas avoir le temps, franchement, passer par une agence, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Mais si vous avez le temps, il vaut mieux passer par une création interne. Il n'y a pas de relationnel au début des RP, c'est-à-dire qu'un outil, ça reste quand même assez froid. Vous allez avoir une base de données et il va falloir faire le travail de plaire. Vous n'allez pas passer par un réseau, vous allez vraiment avoir du matériel brut, il va falloir le travailler pour le convertir. Il n'y a parfois pas d'accompagnement, vous vous retrouvez souvent seul aussi devant un outil. Et parfois, il n'y a pas de compte rendu ou de média monitoring pour savoir quelles sont les retombées, donc vous envoyez, et derrière, il faut que vous vous débrouillez en interne pour voir comment ça se passe. Donc voilà pour les avantages et inconvénients des agences et des outils. Est-ce que vous en voyez d'autres ? Non, bon, très bien. Alors, au final, on s'est rendu compte que le choix sur ces acteurs-là, il venait principalement il y avait principalement 3 acteurs principaux dans ce choix. C'était le prix, la capacité, la volonté à produire le contenu et la possibilité de trouver des solutions intermédiaires. Parce que souvent, ils aiment bien soit avoir des agences spécialisées spécialement pour leurs entreprises, pour leur domaine, pour on va dire, leur secteur d'activité, ou alors un outil professionnel, mais avec accompagnement, histoire de ne pas rester seul. Donc l'idée aussi, c'est un peu de combiner les deux et de trouver des solutions alternatives. Alors, j'avais dit que je reviendrais sur la possibilité de cibler différentes presses pour des besoins divers. Souvent, moi, quand je parle à des responsables communication, ils ont principalement en vue la presse spécialisée dans leur secteur. En fait, ils ont envie que la presse spécialisée dans leur domaine parle d'eux, et la presse généraliste. C'est-à-dire qu'ils ne pensent jamais à aller taper dans une presse qui n'a rien à voir. Et pourtant, moi, j'ai pu me rendre compte avec certains de mes clients qu'en faisant ça, on dégageait des opportunités business et une visibilité qui était très intéressante. Je vous ai mis un petit exemple. Je travaille avec une société de nettoyage qui, au début, pareil, était très focus sur la presse spécialisée. Alors, il avait des nouveautés dans les produits, il est passé à des produits bio pour nettoyer, des choses qui ne sont pas bonnes pour l'environnement, etc., très écologiques. Donc, il a posté cette nouveauté-là. Et évidemment, la presse spécialisée dans son secteur d'activité en a parlé, était franchement très satisfaite, etc. Sauf que ça n'a pas... on va dire que ça c'est resté vraiment dans son secteur d'activité. Derrière, il y a eu une crue, je ne sais pas si vous vous rappelez de la crue de la Seine, mais du coup, cette entreprise de nettoyage, je lui ai dit, écoute, je sais que tu nettoies des crues, parle-en, parce que là, c'est complètement lié à l'actualité, on le voit partout, donc parle de ton expertise sur, on va dire, le fait de désinfecter tout ce qui se passe après le sinistre de la crue. Et du coup, il l'a fait. Il a eu énormément de passages télé aux 20h, il a eu TF1, il a eu vraiment de grands retours parce qu'ils étaient en demande, les journalistes, de cette actualité-là. Et en fait, ça, il est passé dans des choses, genre C'est dans l'air, des magazines santé, qu'il n'avait pas forcément vu. Et derrière, il a été énormément sollicité. Cette visibilité lui a apporté énormément de business. Et du coup, il a commencé, selon mes conseils aussi, à envoyer des communiqués de presse à des presses qui n'ont rien à voir. Par exemple, il a dû intervenir dans un hôpital pour nettoyer une morgue. Et il a fait dans la presse santé des nettoyages d'hôpitaux, il en a parlé, et on en a parlé dans la presse, on va dire vraiment qui est accès santé, infirmière, etc. Donc pour une entreprise du nettoyage, c'est pas forcément la presse qui l'aurait visé, et pourtant il a eu un cahier des charges derrière, et on a parlé de lui dans une presse différente, et ça lui a permis de couvrir un marché desquels il ne s'y attendait pas du tout. C'est pour ça que je trouve ça intéressant en fait, de prendre ce qui se passe dans une entreprise et d'essayer de l'envoyer de manière bien formulée à une presse différente pour acquérir en fait, de nouveaux marchés, tout simplement. C'est pareil, après du coup, il a un peu pris le pli, il y a eu des nouveaux PDG, des nouveaux investisseurs, il en a parlé à la presse business, une levée de fonds, pareil, etc. Il a mis une place de formation pour nettoyeurs un peu de l'extrême, il en a parlé à la presse de l'éducation. Enfin, vous voyez un petit peu le mécanisme. L'idée, ça va être de profiter
de tout type de presse, même si l'entreprise elle est spécialisée dans un secteur très particulier, on peut toujours solliciter de la presse différente pour, on va dire, agrandir sa visibilité. Alors, comment rédiger un communiqué de presse? Alors là, est-ce que déjà, enfin, tout est noté ici, mais on va dire qu'au final, dans la vie, les gens ils font un petit peu différemment. C'est pour ça que je vous ai mis un communiqué de presse qui n'a un peu rien à voir avec ce que j'ai mis à côté. Bon, je l'ai fait exprès. Alors déjà, les incontournables. Un communiqué de presse, il faut que ce soit court. C'est fini les dossiers de presse de 48 pages hyper techniques. L'idée, c'est que ça fait 1 à 2 pages Word maximum. Ça doit répondre à qui, quoi, où, comment, pourquoi et qui contacter pour en savoir plus. Il faut absolument en fait, qu'il y ait un titre très accrocheur, le nom du publieur, la date de publication. C'est pareil, s'il y a un embargo, il faut prévenir le journaliste. Alors un embargo, ça se fait beaucoup par exemple pour un lancement de produit. Ça veut dire en fait qu'on donne l'information au journaliste à l'instant T, mais qu'il n'a pas le droit d'en parler avant l'instant N. Donc en fait, ça va lui permettre, ça fait beaucoup pour le lancement de produits, c'est-à-dire qu'on vous donne l'information que ça va sortir, mais la plan de communication globale mondiale démarre à cette date, donc il faut que ce soit publié à cette date par exemple. Et c'est pareil, il faut que ce soit vraiment charté, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le titre, le nom, donc communiqué de presse, l'auteur, la date de publication et la date d'embargo. C'est comme ça qu'on commence. Et après, logiquement, on fait ce qu'on appelle un chapeau dans le jargon du communiqué de presse. Alors, on peut faire 2 choses dans le chapeau. Soit c'est une phrase récapitulative de l'entreprise, mais moi je préfère plutôt mettre en fait un espèce de résumé de 3 lignes du communiqué de presse qui va accrocher l'œil du journaliste et qui va l'aider en fait à décider de s'il va lire la suite ou non. Donc moi je vous conseille d'arriver, de mettre votre titre, votre date de publication, etc., de faire ce petit chapeau-là, et après de dérouler, on va dire, vraiment le contenu du communiqué de presse. Donc après ce chapeau, il faut mettre bien évidemment l'adresse, les horaires d'accessibilité, encore du texte, des photos d'illustration, il faut mettre des liens. En fait, il faut que le journaliste il ait tout le contenu, mais que s'il veut faire son article, qu'il clique et qu'il soit ramené vers votre site et vers plus d'informations. Il faut que ce soit ultra concis, avec tout ce qu'il faut pour aller chercher l'info, pour pouvoir faire une publication. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les communiqués de presse? Oui. Attendez, je vais vous donner un micro. Merci. Oui, vous parlez encore de communiqué de presse. Alors, j'ai 2 questions par rapport au digital, puisqu'on est en salon du e-marketing. Quid de tout ce qui est contacté via Twitter? Quid de tout ce qui est blog? Est-ce que dans la presse, vous mettez tout ce qui est blog influent? Est-ce que j'imagine que c'est inclus? Et est-ce que ça, c'est envoyé sous quel format? Est-ce que c'est envoyé par email? Alors, nous, en tout cas, on fonctionne via le format email, mais pas que. J'ai aussi mis des slides plus tard sur les réseaux sociaux, parce qu'on a fait une enquête internationale sur ce qu'attendent les journalistes, en fait. Et les réseaux sociaux, c'est une part importante aujourd'hui. Alors, quid de Twitter? Alors, sur Twitter, on ne va pas diffuser un CP. Hein. Sur Twitter, on va plutôt... en fait, dans les réseaux sociaux, si vous voulez, je vous laisse le micro. Enfin, je sais pas, je le prends peut-être. En fait, sur Twitter, ça va plutôt être de l'approche directe, ou sur les réseaux sociaux, ça va plutôt être de l'approche directe ou de la veille sur un sujet. En gros, vous n'allez pas envoyer un CP sur Twitter, ça ne sert à rien. L'idée, ça va vraiment être de dire à tel journaliste, OK, voilà comment nous, on se positionne sur tel ou tel sujet d'actualité, et voilà en quoi on est un expert là-dessus, et c'est un peu à eux de revenir vers vous. Alors, si vous les sollicitez via Twitter, généralement, ce qu'on fait, moi j'ai beaucoup de mes clients, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient leur communiqué de presse. Après, ils ont leur groupe Twitter, leur groupe Facebook, là où ils sollicitent les journalistes, on va dire de manière un petit peu plus informelle, et leur dit écoutez, c'est exactement ce que je disais par là, avec le lien vers le CP, par exemple, s'il a été publié sur leur rubrique presse de leur site, ou voilà, mais ils vont pas l'envoyer directement sur Twitter, c'est pas le format, trop de petits caractères, etc. Et la deuxième question, c'était sur les influenceurs. Alors oui, bien évidemment, c'est envoyé par mail, et les influenceurs, aujourd'hui, alors ils n'ont pas forcément de carte presse, donc ce n'est pas forcément des journalistes à proprement parler, ils ne sont pas soumis aux mêmes besoins, ni aux mêmes lois, hein, complètement. Mais oui, bien sûr, les influenceurs, c'est une partie très importante, mais c'est vraiment annexe, ça va soutenir les RP. Moi, je pense qu'en fait, les influenceurs, ça ne va pas être pour le même type de besoin que la presse. La presse, ça va vraiment être pour une visibilité, on va dire, d'entreprise qui va être, je ne sais pas trop comment l'expliquer, un peu plus corpo, un petit peu plus professionnel, et où on va parler de sujets qui sont plus techniques. Alors que quand on va voir des influenceurs, on va beaucoup plus être dans une
démarche de communication, alors souvent produit, et souvent sur des promotions ou des choses comme ça. Ça va vraiment être la promotion d'un nouvel outil, d'une nouvelle chose comme ça, mais ça va moins être sur des RP de manière classique et on va dire continue. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, en partie, merci beaucoup. Mais quand vous dites influenceur, j'aime pas ce terme parce qu'il est galvaudé avec le côté influenceuse Instagram aujourd'hui. Ouais. Donc quand je parle d'influenceur, je passe pour ça, je parlais plus de blogueurs. De blogs, ouais. ou de sites qui sont devenus... des références. Ouais. Qui sont devenus des références comme TechCrunch dans le monde anglo-saxon. C'est vrai. Ou alors... en France, il y a c'est French Web, je crois, qui parle du web pas mal. Et je me demandais juste si avec ces gens-là, il y avait une autre façon de faire, alors, juste par leur culture. Mais oui, alors dans ce cas-là, j'ai bien compris la différence. Vous ne parlez pas d'influenceurs, forcément Instagram, etc., tout ce qui peut exister. Alors oui, au niveau des blogs, mais généralement, on est sur une communication qui est moins formelle. On ne va pas être sur le communiqué de presse, justement, l'embargo, la date de publication, etc. On va être sur une communication beaucoup plus direct, c'est-à-dire qu'on va faire l'approche on va envoyer en fait un simple message, un simple email en disant hey, j'ai vu que vous parlez de ça, etc. Il y a même le tutoiement qui se fait beaucoup sur les blogs, etc. C'est pas forcément la même façon de parler, mais l'idée ça va être j'ai vu que vous parlez de tel sujet, etc. Nous on a un petit peu un avis différent, est-ce qu'on pourrait en discuter, etc. Ça va vraiment être une approche différente parce que le CP c'est très corpo, c'est vraiment quelque chose qu'on envoie et ça va être la base pour une rédaction. Alors que un blogueur, on va beaucoup plus être dans une discussion et dans le fait d'amorcer en fait un dialogue et un échange. Voilà. Donc voilà pour la rédaction des communiqués de presse. Mais en fait, ce qui est assez intéressant aussi, c'est quand on parle à des directeurs communication, ils ont souvent que le communiqué de presse en tête et ils oublient qu'en fait, les RP, c'est pas que des communiqués de presse, c'est aussi des invitations à des événements et notamment à des conférences de presse, c'est aussi des déclarations. Alors moi, ça m'arrive de travailler avec des associations ou des choses comme ça qui ont des choses à déclarer. Je vous donne un exemple tout bête. Une mère de déchets à Carrière-sous-Poissy, c'est une déclaration sur le fait que, par exemple, les élus ne font pas ce qu'il faut, etc., etc. Et beaucoup d'associations, en fait, viennent vers nous pour déclarer des choses un petit peu générales comme ça, ou alors des faits de marché, de la corruption, des choses comme ça. C'est aussi, la presse a aussi ce rôle-là. Des news, ça va être si vous avez par exemple un communiqué de presse sur une transition qu'elle soit digitale, une transition qu'elle soit écologique d'une entreprise, c'est important d'envoyer des news. Alors des news, ça va être un communiqué de presse beaucoup plus petit, réduit, qui va permettre de tenir informé sur l'actualité, sur un changement. Et ça c'est très important parce que les journalistes, ils aiment bien être tenus à jour, être tenus au courant. Le simple mail, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, ça se fait beaucoup avec justement les influenceurs, les blogueurs, etc. Et aussi avec les journalistes, hein, bien évidemment. Souvent, ils ont quand même un contact très, très sympathique, ils tutoient, enfin, c'est un milieu assez sympa. Des nominations, si vous gagnez des prix, par exemple, s'il y a des nouveaux PDG, etc., il faut le dire. Blog et influenceurs, justement, comme c'est écrit, il faut aussi prendre en compte cette partie-là. Alors, il faut envoyer le CP aux journalistes et faire ça de manière vraiment relation presse. Et c'est intéressant d'avoir le double ajout et justement de parler aux influenceurs sur les réseaux sociaux, de parler aux influenceurs justement au travers du canal d'email, mais avec un canal un peu différent et un petit peu moins corpo que le communiqué de presse. Et les décisions, ça c'est des choses qui sont assez récentes dans le milieu, mais beaucoup de grosses entreprises prennent des décisions souvent écologiques, souvent de transition digitale, etc. et aiment le faire savoir on va dire tout simplement aux journalistes. Et derrière, justement, ils tiennent au courant avec des news, etc. Donc il faut bien garder en tête que les communiqués de presse, il n'y a pas que ça au niveau des relations presse. Alors, justement, on va essayer de répondre à une des premières questions que j'avais posées sur la slide. C'était « je n'ai rien à dire ». J'entends souvent ça, « je n'ai rien à dire ». Alors, ce que j'ai pu dire, moi, à mes clients, c'est que, écoutez, quand est-ce qu'on communique? Quand est-ce qu'on envoie des choses à la presse? Alors, la principale des choses, et c'est le communiqué de presse que j'avais mis, si vous y avez fait attention, déjà pour se présenter. C'est-à-dire qu'il faut, les journalistes, ils ne vous connaissent pas forcément, les boîtes, elles ne sont pas forcément toutes connues. Il faut leur dire, écoutez, voilà qui on est, voilà ce qu'on fait, voilà comment on le fait et pourquoi. Déjà, il faut leur dire. Et une fois ça, souvent déjà rien que ça nécessite, ça apporte pas mal de publications. Et donc, il faut vraiment expliquer à la presse votre cœur de métier et pourquoi vous faites ce métier.
Bien évidemment, pour des actualités, donc s'il y a quelque chose qui est lié avec les actualités et tout ce qui se fait aujourd'hui, il faut relier son communiqué de presse à l'actualité générale. Alors ce qui se fait beaucoup, alors moi je ne suis pas méga fan, mais ce qui se fait beaucoup dans certaines grosses boîtes, c'est qu'il y a quand même des journaux qui sont assez politiques. Alors moi, je ne prends pas forcément d'avis là-dedans, mais je sais que tel ou tel journal, si jamais ils ont un journal, on va dire, concurrent qui a parlé de tel sujet, ils vont directement aller chercher le sujet et le couvrir également. Donc ce qui arrive, c'est que si vous avez eu une publication dans un journal et que vous voulez la reste, ça se fait beaucoup pour la presse spécialisée, il va falloir envoyer l'article que vous avez eu aux autres journalistes et généralement ça les sollicite pour vous faire intervenir et développer encore plus le truc ou un angle différent. Au moment de lancer bien évidemment de nouveaux produits ou de nouvelles offres, mais là il va falloir expliquer le nouveau produit, en quoi il est disruptif et en quoi les nouvelles offres vont changer, lors d'une levée de fonds, si vous arrivez à avoir une levée de fonds ou même avant, pour parler de votre levée de fonds et que ce soit relayé dans les médias, ça se fait beaucoup également. À l'ouverture d'un nouveau bureau, le rachat d'une filiale, la présentation d'un nouveau partenariat, rebranding, nomination, lorsque vous gagnez un prix. Enfin, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui intéressent les journalistes. L'important, c'est vraiment de tenir au courant de l'actualité, que ce soit de votre marché, de votre secteur, de l'actualité ou de l'entreprise. Donc en fait, il y a beaucoup de périodes sur lesquelles vous pouvez communiquer et on a toujours quelque chose à dire à la presse. Ou en tout cas, je pense que n'importe quelle entreprise peut facilement faire 10 communiqués de presse par an. Alors, on a fait une étude l'année dernière sur ce qu'attendent les journalistes. Alors nous, du coup, on a, comme j'ai pu vous expliquer, chez Liana, on a des bureaux un peu partout. Et du coup, il y a quand même 618 journalistes qui se sont pris au jeu de répondre à nos questions, en France, en Allemagne, en Finlande, en Suède, à Hong Kong et aux UAE. Alors déjà, le premier truc qui est ressorti, c'est que l'utilisation des communiqués de presse, ça reste monnaie courante pour la plupart des sondages. Justement, on s'est rendu compte qu'avec les influenceurs, les blogueurs, la presse était un petit peu en train de changer de visage. Mais le communiqué de presse, ça reste la base pour DRP. Vraiment. Plus d'un quart en fait, affirme avoir utilisé un communiqué de presse dans les dernières 24 heures et presque les 2 tiers dans la semaine. Je vous montre même les résultats qu'on a eus. Quand on leur pose la question « Quand avez-vous utilisé un communiqué de presse pour la dernière fois dans la rédaction d'un article ?» On voit quand même que 27% dans moins de 24 heures, 39% moins d'une semaine, moins d'un mois, 19%. Donc vraiment, vous avez l'extrême majorité qui l'utilise tous les mois. D'où l'intérêt pour une entreprise d'envoyer peut-être une fois par mois un communiqué de presse. Il faut choisir les bons canaux. 92% des sondés ont déclaré que l'email, c'est le canal le plus important. Parce que l'email, pourquoi? Parce que ça ne les dérange pas de recevoir des emails. C'est pas comme recevoir des tonnes de coups de fil qui les agacent un petit peu, pour en connaître certains. Le fait de pouvoir mettre des liens, des choses et tout pour se documenter, le fait de pouvoir les archiver. Donc en fait, ils aiment beaucoup recevoir par email et derrière, ils vont faire l'effort de vous contacter et d'avancer. Alors je sais que c'est un peu compliqué de dire ça à un responsable communication, mais les journalistes, ils en ont un petit peu marre d'être ultra sollicités et au final, on a un petit peu l'effet inverse aujourd'hui. C'est-à-dire que la personne qui va arriver avec le bon message, le bon contenu et à travers du bon canal, il va susciter plus d'intérêt que la personne qui va être derrière à faire des appels et au final de la prospection journalistique. Les réseaux sociaux se sont avérés être un canal super important. Alors particulièrement en Suède, faut le noter, où 40% des sondés utilisent quasiment uniquement les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'eux, ils sont carrément moins dans le communiqué de presse traditionnel, et même les journalistes, ils discutent sur les réseaux sociaux, et c'est eux qui vont hunter les entreprises à aller interviewer. L'enquête a aussi révélé en fait, qu'une grosse moitié utilise les réseaux sociaux pour suivre des sujets d'actualité. Et c'est un peu ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'idée des réseaux sociaux aujourd'hui, ça va être un complément des communiqués de presse. Il va falloir trouver dans le milieu dans lequel vous travaillez des discussions qui sont cohérentes et faire valoir pas forcément votre avis, mais votre expertise sur le sujet. Et c'est comme ça en fait que les journalistes vont vous repérer. C'est-à-dire que sur des groupes Facebook, sur des groupes LinkedIn, sur Twitter, etc., il faut que vous allez donner votre avis, que vous fassiez un peu de veille en fait sur votre secteur et que à force de mettre en lumière votre avis, ce que vous pensez, etc., et ben les journalistes vont revenir vers vous et souvent ils vont vous envoyer un petit MP et ça se fait beaucoup comme ça. Voilà, mais ça va plus être sur les sujets d'actualité, ça va pas être tiens, tenez, regardez mon CP, je l'ai publié, quoi. Vraiment, ça va plutôt être sur des secteurs, enfin sur les choses d'actualité. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que quelle importance accordez-vous à ces réseaux sociaux en tant que source, c'est que Facebook qui était en tête.
Alors moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je m'y attendais pas. Twitter en deuxième, bon ça pour le coup ça va. Et c'est surtout la place de LinkedIn en dernier qui m'a un peu surpris, sachant qu'il y a beaucoup de discussions business sur LinkedIn. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en France, quasiment les 12% de LinkedIn, c'est en France. On est un des rares pays justement qui utilise beaucoup LinkedIn par rapport au reste. Donc c'est assez intéressant, enfin, au niveau des journalistes, je veux dire. Donc c'est assez intéressant de se rendre compte de ça. Mais c'est vrai que par exemple, aux UAE et en Suède, on voit que ils sont quasiment tous sur Facebook, ils n'utilisent pas LinkedIn, ou alors parfois ils ont des réseaux un peu différents. Mais gardez en tête que Facebook, c'est super important pour les journalistes et que Twitter également. Alors, on leur a posé des questions pour savoir en fait comment s'assurer, c'est quoi un bon communiqué de presse pour vous? Qu'est-ce qui va faire que vous allez lire un communiqué de presse et pas un autre? Alors, nous les journalistes, ils nous disent tout le temps oui, mais vous savez, des communiqués de presse, j'en reçois une centaine par jour, j'ai pas le temps de les parcourir, d'où le fait qu'il faut que ce soit concis. Mais l'idée, c'est que les journalistes sont souvent débordés et ils les lisent pas. Alors, on n'a eu aucun facteur qui est distingué comme beaucoup plus important que les autres, c'est plutôt une multitude de facteurs qui vont influer sur la décision de lire un communiqué de presse. Alors, le facteur principal, ça va être le fait que ce soit relié à l'actualité. Souvent, le journaliste, il a un calendrier éditorial à tenir et les sujets sont choisis en amont par le directeur de publication. Et il faut coller à ces sujets-là pour pouvoir plaire aux journalistes et pour pouvoir rentrer dans sa ligne de travail, tout simplement. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit peu de media monitoring, de surveiller un peu les trends du moment et surtout les sujets d'actualité qui y sont, parce que c'est vraiment le point le plus important. Le deuxième, ça va être le fait que le journaliste soit un peu spécialisé dans ce domaine. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des listes Excel et qui envoient toujours au même journaliste leur communiqué de presse. Et souvent, ça n'a plus rien à voir avec ce que le journaliste fait de base et ça les énerve énormément et du coup, il ne les lit plus. Donc l'intérêt, c'est quand même d'envoyer au bon journaliste un fait d'actualité. Le dernier point, qui est le plus important, c'est un titre accrocheur. Alors attention, faites pas non plus des titres trop accrocheurs, quoi. Enfin, faut pas tomber entre guillemets dans le putaclic, mais vraiment, c'est quand même ce qui reste le plus important, c'est d'avoir un titre concis, accrocheur et surtout qui est véridique par rapport à l'info contenue. Il faut que le communiqué de presse soit clair et compréhensible. C'est-à-dire que rentrez pas directement dans le technique, même si vous avez des points techniques à évoquer, et ça arrive souvent, mettez-le en annexe, mettez-le dans des liens, mettez-le dans des choses comme ça. Il faut être très clair, très compréhensible, et le communiqué de presse doit être aéré. Ça sert à rien de faire tout un truc avec du texte, il faut l'aérer un peu, mettre des espaces, mettre des visuels, parce que plus de la moitié des journalistes, en fait, ils favorisent les communiqués provenant d'un auteur familier. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des RP de manière quotidienne, il se dit bah, tiens, je vais lire ce qui se passe, etc. D'où l'intérêt, encore une fois, d'être régulier, mais aussi d'un auteur connu, quelque chose, je sais pas, une grosse boîte qui est assez connue. Mais ce qui en ressort toujours dans ces deux cas-là, ça va être qu'il faut que ce soit visuellement attrayant. Donc, mettre un petit peu de design, des photos, des visuels, des choses comme ça. Voilà à peu près les facteurs. Quand on leur pose la question, quels facteurs vous font décider de lire un communiqué de presse ou non, voilà leur réponse. Et ça, c'est que les top réponses. Donc bien évidemment, le communiqué d'actualité lié à mon secteur. Le titre est intéressant, clair et compréhensible. L'auteur du communiqué m'est familier. Alors ce qui est intéressant à voir ici, c'est que l'auteur du communiqué m'est familier passe avant l'auteur du communiqué est bien connu. C'est-à-dire que quelqu'un qui est familier avec vous, qui vous connaît, qui reçoit les actualités de votre part, va être plus intéressé que si vous êtes un grand groupe ou quelqu'un de connu. Et c'est un petit peu anecdotique, mais le communiqué n'est pas envoyé en pièce jointe. Ça fait une action supplémentaire. Les journalistes, ils n'aiment pas que vous envoyiez le communiqué de presse en pièce jointe. Ils préfèrent que ce soit directement dans le corps de l'email. Du coup, moi, je vous ai mis 7 conseils si vous souhaitez en fait donner à votre communiqué de presse les meilleures chances d'être lu. Le premier conseil, ça va être de communiquer immédiatement sur vos sujets d'actualité. Il ne faut pas tarder, il ne faut pas dire oui, je le créerai la semaine prochaine. Vous avez une actualité, vous vous bloquez 1 heure et vous envoyez votre communiqué de presse. Il faut créer des titres concis et allant droit au but. Donc ça, je viens de vous expliquer pourquoi. Il faut cibler les bonnes personnes pour l'envoi du communiqué, donc avoir un système de segmentation qui vous permet simplement d'adresser le bon message au bon journaliste. Il faut absolument éviter les pitchs de vente. Voilà, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment un point important. Il faut miser sur la clarté et la lisibilité, et donc sur un petit peu de design aussi, sur quelque chose de visuellement attrayant. Il faut rédiger directement dans le corps de l'email. Donc ça, c'est un peu des choses qu'on apprend en faisant des enquêtes, hein, tout simplement.
Et le principal point, ça va être de développer la notoriété de votre organisation. Les journalistes sont souvent débordés, ils passent en revue les communiqués de presse très rapidement, donc il faut leur envoyer du contenu de manière récurrente et pas forcément se décourager si vous n'avez pas les attentes dès le début. Ça prend du temps, les RP, pour bien les construire. Donc pour les rendre plus captivants, un point super important, vous n'avez pas idée du nombre de publications et de choses qui sont loupées parce que les personnes oublient de mettre leurs coordonnées. Et c'est pareil, assurez-vous que la personne soit joignable. Moi, j'ai beaucoup de CEO, de chefs d'entreprise qui mettent leur numéro de téléphone dans les CP et qui pourtant sont injoignables la journée. Si jamais vous êtes injoignable, ça arrive, hein. Même moi, des fois, je ne peux pas répondre au téléphone, j'ai des rendez-vous, j'ai des choses comme ça. Mettez des plages horaires sur votre CP. C'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais genre, sur le communiqué de presse, vous pouvez parfaitement dire voici le contact presse, vous pouvez me joindre entre 11h et 14h tel jour. Ça se fait beaucoup. Il ne faut pas avoir peur de réduire le créneau. Les journalistes, ils vont être contents de vous appeler sur le créneau sur lequel vous êtes bon, plutôt que si vous ne répondez pas, ils vont passer à quelqu'un d'autre. Donc c'est quand même un point important à souligner. Ajouter des images en HD et apporter des informations supplémentaires par des liens pour pas que ce soit trop long. Donc encore une fois, on reste sur le visuel et sur la longueur. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, être actif en relation presse, ça porte ses fruits. 90% des journalistes qu'on a interrogés nous affirment qu'il est utile ou très utile que les sociétés envoient des communiqués de presse, même s'ils ne peuvent pas toujours les utiliser. Donc c'est vraiment pour être tenu au courant de ce qui se passe dans l'entreprise, les journalistes sont demandeurs. Même s'il n'est pas relayé dans les médias, il ne faut pas se décourager. Le succès viendra en communiquant activement et régulièrement, parce qu'ils aiment recevoir du contenu d'auteurs familiers. Par contre, je vous dis d'être régulier, ce n'est pas pour autant qu'il faut envoyer n'importe quoi. Envoyez quand même, quand vous avez quelque chose à dire, des vraies news, des vraies choses, parce que si vous commencez à envoyer des communiqués de presse de manière abusive, vous allez complètement vous desservir. Et l'idée, ça reste quand même d'être un expert du milieu, un professionnel du milieu, et de ne pas embêter les journalistes pour des choses qui ne sont pas de leur refait, en fait, de leur secteur. Voici en gros ce qu'ils ont répondu quand on leur a dit est-ce que c'est utile pour vous que les entreprises et organisations qui vous intéressent publient activement des communiqués de presse, même si vous ne pouvez pas forcément les utiliser. L'immense majorité a dit très utile et assez utile. Alors là, on va arriver à la dernière partie, qui va être gérer les retours journalistes. Alors la première chose, ça va être quand même de mesurer ce retour, et comment on le mesure. Quel type de retour on a. Et la troisième, c'est un peu la partie fun, c'est préparez-vous à être visible. Alors, pour mesurer les retours, si vous passez par une agence, demandez les rapports, parce qu'ils ne le font pas forcément, hein. C'est-à-dire qu'ils vont travailler, etc., mais ils ne vont pas forcément vous envoyer des rapports, et parfois il faut se battre un peu. N'hésitez pas à leur demander des rapports, et des rapports détaillés, et de savoir exactement ce que vous voulez savoir. Il ne faut pas être gêné, c'est leur travail, ils sont externalisés, il faut leur demander le rapport. Si vous avez un outil, généralement, ils repassent par vous, donc c'est assez transparent. Mais souvent, ça arrive que les journalistes reçoivent un communiqué de presse, ils ne vous appellent pas, ils ne vous envoient pas d'email, ils vous tiennent au courant de rien, ils prennent votre communiqué de presse, ils font un article, ils le publient et vous ne le dites pas. Donc moi, ça m'arrive franchement sur quasiment chaque communiqué de presse que mes clients envoient. Donc je vous conseille vraiment de faire du media monitoring, de chasser un peu ce qui se dit. Alors c'est pas que des Google Alerts, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez costaud pour aller traquer ce qui se dit. Mais l'idée, c'est je vous conseille de faire du media monitoring, histoire de savoir un peu où on parle de vous. Le ratio le plus important à mesurer pour mesurer le ROI des RP, hein, ça va être d'étudier le ratio communiqué de presse / publication. Vous voyez combien de communiqués de presse vous envoyez. Enfin, vous mettez plutôt les publications sur les communiqués de presse et il faut que ce score soit proche de vos attentes et de l'objectif fixé à la base. C'est pareil, moi j'ai beaucoup de clients qui ont un objectif clair et précis. Ce qui est intéressant, c'est en amont des RP, ça va vraiment être de dire, ok, moi mon but, par exemple j'ai un de mes clients, son but c'est de passer avec Jean-Pierre Pernaut, enfin, je me dis tout le temps ça. Donc on a cet objectif-là, bon c'est un peu fun, hein, mais l'idée c'est d'arriver à cette fin-là. Alors on met tout en place, on sélectionne les journalistes de TF1 qui sont en lien avec lui, on envoie les CP, etc. Et on a quelques touches, donc on avance vers cet objectif-là. Il faut s'établir un objectif pour pouvoir l'accomplir tout simplement. Et quand vous allez avoir des retours les plus porteurs, c'est-à-dire que, admettons que vous passez à la télé, que vous voyez que vous avez beaucoup de business qui s'en dégage derrière, etc., il faut étudier ce retour, il faut étudier ce qui a fait que vous avez eu ce bon retour-là et essayer de le remettre en amont pour essayer de dégager un maximum de ces retours-là. C'est-à-dire que si vous avez un très bon retour, c'est forcément que dans votre communication en amont, vous avez fait quelque chose de particulier. Et l'idée d'étudier ça, c'est de mettre ça en avant pour en faire une business practice courante, en fait.
Donc voilà pour les retours. Alors on a plusieurs types de retours. On a la publication directe, comme je vous ai dit. On a le rendez-vous. Alors un rendez-vous, c'est généralement soit dans la tour TF1, au journal, à la radio, etc., ou dans l'entreprise directement, qui peut donner lieu à plein de choses. Donc le rendez-vous, ça va vraiment être à vous de voir avec le journaliste comment on peut avancer et ce qu'on peut faire. On a le reportage télévisé, la radio. Alors, quand on fait un plan de communication classique, et par ça j'entends déjà, on arrive, on se présente, on dit qui on est, on parle un peu des RP qu'on avait fait avant, on montre en quoi on est un expert, on commence à balancer nos actualités, etc. Donc quand on fait un plan de communication classique, le premier cercle qui est général et qui est touché, généralement ça va être la presse générale ou locale, dans un premier temps. C'est les premiers qui reviennent vers vous. Après, le second cercle, ça va être des médias plus spécialisés. Souvent, c'est de la presse spécialisée ou qui ont des bimensuels et qui sont diversifiés et qui ont un calendrier éditorial assez long. Donc c'est pour ça qu'ils viennent dans un second temps. Et dans le troisième cercle, ça va être des plus gros médias nationaux parce qu'encore une fois, ça va être pour leur calendrier éditorial, tout simplement. Alors, on a aussi le schéma accéléré. Là, c'est quand vous communiquez beaucoup sur l'actualité, où tous les retours en fait, ont lieu rapidement, car le CP est relié à l'actualité. On est moins dans un plan de com', plus sur un buzz, un événement ou une actualité. Alors, préparez-vous à être visible. Déjà, si vous voulez passer à la télé, entraînez-vous à parler, parce que même des fois, on ne se rend pas compte, mais on fait souvent des choses comme ça, et à la télé, franchement, ça ne rend pas top. Donc vraiment, entraînez-vous à parler, et travaillez sur les locutions. Vraiment, c'est vraiment un boulot. Même à la radio, on ne se rend pas compte, à la radio, ça se travaille aussi. Donc il faut s'entraîner tout simplement. Il faut être en mesure de répondre aux attentes des journalistes, il ne faut pas être débordé. Et la visibilité peut prendre des chemins variés. Moi, j'ai des exemples assez cocasses, dirais-je. Mais par exemple, vous pouvez parfaitement avoir une grosse visibilité et bim, 2 semaines après, contrôle fiscal. Ça arrive super régulièrement. Vous pouvez aussi, moi j'ai pas mal de mes clients, enfin, ça m'a fait beaucoup rire. La personne qui est allée rencontrer les journalistes a tellement plu, ils sont tellement marrés avec le journaliste qu'il a fini dans une télé-réalité bien connue. C'est pareil, j'ai un de mes clients qui a une imprimerie, le communiqué de presse que je vous ai montré. Depuis ce communiqué de presse-là, tous les meurtres d'une série française policière bien connue sont tournés dans son imprimerie. Alors, vous voyez que ça peut prendre des chemins hyper variés, des choses desquelles on ne pense pas du tout à la base, et c'est quand même ça qui est fun dans le métier des RP, quoi. La suite, et pour moi je vais terminer là-dessus, c'est que avoir des bonnes RP, ça passe aussi par un bon média monitoring. Il faut être capable de surveiller ce qui se dit de vous et là où vous ne le savez pas. Il faut être capable de surveiller vos concurrents, voir ce qu'ils font, notamment s'ils réussissent bien en RP pour copier les bonnes pratiques et aussi voir ce qui peut ne pas marcher et pas faire les mêmes erreurs. Il faut également suivre les indicateurs de marché pour lier vos communiqués à la presse, de presse à l'actualité. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et contrôler les feux de paille, ça va être si dès qu'il y a une mauvaise presse ou des mauvais commentaires, pouvoir réagir rapidement pour casser, on va dire, les mauvais retours dans l'œuf. Donc voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette première présentation de la journée. Je suis disponible, si vous avez des questions sur les RP, si vous avez des projets, si vous voulez discuter plus longuement, je suis disponible là, au stand de Liana Technologies, donc c'est E19, c'est juste derrière, et je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions. Je vous remercie.